Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour ce qui sera certainement la première vidéo de février pour vous faire mon premier point lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter donc je voudrais pas trop faire traîner les choses. Du coup je vous propose de commencer tout de suite. Le premier point lecture que je voulais vous faire, c'est sur une relique, je dirais, de mes lectures. Je vais avoir des reliques de lecture maintenant que j'ai lu en 2024, que je n'ai jamais eu le temps de vous chroniquer, qui est un webtoon appelé Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Je vous mettrai l'image soit là, soit là. Je ne les ai plus, c'était un emprunt de Mediatek. Donc j'ai oublié pas mal de choses, je ne sais plus chez qui c'est édité, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est un webtoon que j'ai beaucoup aimé, alors qui est certainement dû passer sur une plateforme aussi de webtoon. On va suivre en fait une secrétaire et puis son boss, un PDG issu d'une famille très riche. Alors, on le découvre lui en tout premier et le premier contact est quand même assez, enfin vis-à-vis du lecteur, assez compliqué. Je l'ai trouvé complètement détestable. Il est avec des amis, on le sent très indifférent à tout. Il a sa petite amie qui est là, qui l'envoie balader comme une moins que rien. Et puis en fait, il y a quelque chose qui le turlupine, c'est que sa secrétaire, qui l'avait à son service depuis très, très longtemps, depuis des années, a décidé d'arrêter, de le quitter, enfin de quitter le job en tout cas, et voilà, de prendre son envol. En fait, notre jeune secrétaire, elle s'est retrouvée un petit peu à soutenir sa famille, puisque je crois que sa mère était décédée et son père rêvait de devenir musicien, donc il était parti dans ses tournées, il n'a jamais eu beaucoup de succès, mais il s'est jamais beaucoup occupé de sa famille, et elle s'est retrouvée à travailler très tôt pour que ses sœurs puissent continuer leurs études, à savoir qu'elle, c'est la Benjamine en plus, c'est la plus jeune, mais c'est elle qui a travaillé, qui a sacrifié ses études pour que ses sœurs puissent suivre des études. Maintenant que ses sœurs ont leur boulot, voir leurs petits amis, elle-même aimerait voilà, construire sa vie aussi. Et le boulot étant trop prenant, le patron étant trop exigeant, elle décide de partir. Alors là, on va être dans un trope employé, boss, très sexy. Un boss qu'on va apprendre à connaître, on va apprendre à connaître ses fêlures, on va heureusement le trouver beaucoup plus appréciable au fur et à mesure des tomes, parce que sinon ce serait pas possible. Et voilà, on se rend compte, alors il y a des flashbacks qui montrent leur rencontre, quand est-ce qu'il l'a embauchée, tout ça. Et c'est assez mystérieux quand même pourquoi il l'a embauchée, elle qui était sans expérience et très jeune. Bon, en même temps, il l'a un peu formaté, il lui a tout appris à devenir secrétaire, à parler plusieurs langues, à se présenter en réunion, à tout retenir. On a l'impression un peu, c'est le job qui s'habille le job s'habille en Prada, quoi, avec Miranda et comment Anna Tawai à côté, ou Emily Blunt qui lui souffle tout pendant les soirées, tout ça. On a un peu cette impression-là. Sauf que voilà, il va avoir d'autres relations, évidemment. On va aller vers une histoire d'amour, parce que lui, il ne veut pas la laisser partir, même s'il n'est pas conscient au début de ses sentiments. Et puis on va se rendre compte aussi qu'ils ont voilà, il y a des traumatismes dans l'enfance, alors surtout du boss. Elle a aussi des souvenirs, quelque chose d'assez étrange, mais elle ne trouve pas de réponse. Personne ne lui dit ce qui s'est passé dans son enfance. Voilà, donc tout ça va être lié. Il va arriver aussi des personnages secondaires, la fiancée jalouse, le frère du boss, voilà, le père de l'héroïne qui vont arriver. Voilà. Donc c'est très sympa. C'est bon, un webtoon, voilà, tout sucré, bonbon, très agréable à lire, si ce n'est qu'effectivement, il y a cette scène un peu voilà, qui se rapporte au passé des personnages. Mais sinon, voilà, c'est une bonne petite lecture. Voilà, moi, j'aime bien les webtoons. Je crois que c'est le seul format où je lis encore des romances, en fait. C'est à part des romantaisies de temps en temps, mais sinon, j'adore lire des romances comme ça en webtoon. C'est vraiment très agréable. Voilà, en tout cas pour cette première lecture. Et puis, on va pouvoir passer à la deuxième, qui cette fois sera un roman. J'ai lu aussi en décembre Changeur de J.M. Van Booger, qui est un auto-édité. Alors ici, nous allons suivre un petit couple sympathique, Paul et Irène. Voilà, ils sont amoureux, ils construisent leur vie. Et Irène tombe enceinte, même si elle a beaucoup d'inquiétudes au niveau de sa grossesse. Et ils vont faire la connaissance de Lucie, qui est une sage-femme bien mystérieuse, puisque le livre débute avec Lucie, qui au départ est dans le corps d'un homme nommé Laurent et qui va se propulser dans le corps de la fameuse Lucie, qui est sage-femme. Donc voilà, nous avons donc un changeur, on dit changeur, apparemment il n'y a pas changeuse, pardon, c'est pas facile à dire. Et voilà, elle se glisse de corps en corps, donc on se doute qu'elle est là depuis quand même un moment sur Terre. On ne connaît pas trop sa nature. Et surtout, la question qui va revenir tout le temps, tout au long de la lecture, c'est pourquoi elle s'est rapprochée de ce couple.
Comme elle est sage-femme, elle a affaire à plusieurs couples, mais pourquoi se rapprocher de ce couple-là en particulier? On ne sait pas trop, puis on sent cette tension, d'autant que, alors, Irène devient très vite amie avec Lucie, l'adore, la considère comme sa meilleure amie, alors que pour Paul, ça passe pas. Tout simplement parce que Lucie a le pouvoir, quand elle pose sa main sur quelqu'un, de l'apaiser, de lui faire un petit peu ce qu'elle veut. Bah, c'est pas énorme, mais quand même un peu. Et Paul, la première fois à l'hôpital, quand il lui a posé la main sur le bras, il a senti une aversion terrible. Donc c'est physique, il peut pas, il la sent pas. Voilà, il y a quelque chose pour lui qui ne va pas chez Lucie, ce qui va créer aussi des tensions dans le couple, évidemment. On va les suivre sur plusieurs années, puisqu'on va voir leur petite fille grandir. Et on sent cette tension grandir. Ça m'a fait un peu penser à La main sur le berceau, le film, où on a cette femme aussi qui entre dans la vie d'un jeune couple qui vient d'avoir un enfant et qui veut se venger en fait. Là, il n'est pas question de vengeance, on ne sait pas trop pourquoi elle fait ça, Lucie. On sait juste qu'elle veut retrouver l'homme qu'elle aime. Alors c'est assez mystérieux, il y a quelques flashbacks qui remontent des siècles en arrière, où elle rencontre l'homme qu'elle aime qui va la transformer. Parce qu'à la base, elle n'était qu'une simple humaine, mais elle cherche après lui. Alors on ne sait pas ce qui les a séparés, on ne sait pas pourquoi elle va à tout prix le retrouver, on ne sait pas pourquoi elle s'est rapprochée de ce couple. Et c'est un tome 1, donc il n'y a pas toutes les réponses à la fin. Donc le tome 2 sort cette année. C'est une montée en tension, c'est d'autant plus crispant que voilà, on suit un couple vraiment très gentil, leur enfant et cette femme qui s'immisce dans leur vie, sachant que d'un côté, voilà, la femme la trouve très sympa, l'homme pas du tout, donc il y a des tensions dans le couple. Et on se demande tout le temps ce qu'elle veut exactement à ce gentil petit couple. Donc je vous en dirai plus, voilà, cette année j'espère sur le tome 2. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette montée en tension et ce danger permanent qu'il y a sur cette famille. J'ai l'impression d'être sadique quand je dis ça, parce que je dis ça en souriant. Mais voilà, c'est le genre de livre, j'aime la montée en tension. C'est une horreur plutôt psychologique. Il n'y a pas de scène trop dure. C'est vraiment un petit peu quand même, mais ça va. Mais c'est psychologique parce que voilà, cette emprise sur la famille, cette femme inconnue qui arrive dans cette famille, qui leur veut quelque chose, mais on ne sait pas quoi, c'est forcément assez crispant et angoissant. J'ai repris ensuite la saga Le Nouvel Ordre Animal. Alors ici, c'est le tome 5 de Julie Bognaud, toujours en auto-édité. J'ai oublié de vous dire, c'est 2 services presse, le précédent et celui-ci, ce sont des services presse. Alors je vous en avais déjà parlé, hein, nous sommes dans un post-apocalyptique, un peu dystopique aussi, où les humains ont trouvé refuge dans des bulles suite à l'attaque des animaux. Tous les animaux se sont retournés contre les humains. Et on va suivre notamment Léonie, qui espérait devenir médecin, qui est enceinte au début du roman, et durant le tome 1, dans cette saga, et on a aussi des flashbacks qui nous permettent de comprendre ce qu'il s'est passé avant. Alors c'est publié un peu sous forme de feuilleton, de série qui sort assez régulièrement. Le tome 6 va pas tarder à sortir aussi. C'est super addictif et prenant puisque voilà, il y a toujours des rebondissements, le format est court, donc on est vraiment pris dans l'intrigue. À chaque fois vous avez des couvertures avec des animaux, sauf la prochaine, on la voit à la fin, la prochaine. Ce sera pas tout à fait le même genre de couverture. En tout cas, voilà, j'en suis au tome 5 et c'est une série qui ne faiblit pas. Il y a d'autres personnages, bien sûr, et leur relation se développe de plus en plus, leur psychologie aussi. On apprend à les connaître, des personnages qui étaient parfois antipathiques au début ou dont on connaissait peu de choses, assez mystérieux. Voilà, l'autrice sait à chaque fois mettre des rebondissements pour vraiment nous tenir en haleine. On a plaisir à suivre Léonie. On ne sait pas qui est le père de l'enfant, comment elle est tombée. Enfin, si, on sait comment elle est tombée enceinte, hein, je veux dire, tout le monde le sait. Mais voilà, il y a plein de mystères autour de la naissance de cet enfant. Il y a des mystères aussi autour de Léonie. Alors, dans le tome 4, on avait pas mal de réponses déjà. Mais l'autrice nous relance une autre intrigue et le danger pour le coup, parce que le danger est surtout à l'extérieur, qui est devenu une jungle avec des animaux tous plus dangereux les uns que les autres. Parce qu'il y aura aussi quelques excursions en jungle assez dangereuses, mais il y aura aussi des réponses, et toujours ces flashbacks aussi qui vont nous amener des réponses. Mais voilà, dans le 5, à la fin du 4e et dans le 5e tome, l'autrice relance la saga en nous mettant quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour le coup, le danger, il vient de l'intérieur de la bulle. Sachant que dans cette bulle, en plus, vous avez les riches qui vivent dans les tours qui sont encore debout. Et il y a les pauvres qui vivent dans des bidonvilles, voilà, au bas des tours.
Donc Léonie fait partie des gens qui vivent dans les bidonvilles. En même temps, elle les aide, elle les soigne, tout comme sa mère. Et là, elle va aussi se retrouver dans la tour. Léonie, on va un petit peu savoir aussi ce qui se passe dans cette tour, puisque tous les enfants nés après cette catastrophe ont pour la plupart, enfin quasiment tous, ils ont des pouvoirs. Et dès que quelqu'un a un enfant, les gens de la tour l'emmènent avec eux pour son bien. On ne sait pas trop ce qu'ils font avec, parce que les parents n'ont plus de nouvelles après, la famille n'a plus de nouvelles, on ne sait pas ce qu'ils font avec ces enfants dans la tour. Donc on va commencer à en savoir un petit peu plus. Voilà, on va plus être dans l'intérieur de la tour et avec un autre danger qui se dessine. Franchement, si vous aimez les séries de post-apocalyptiques tendues, où il n'y a pas de temps mort, mais en même temps, il y a pas mal de développement au niveau des personnages, des relations entre les personnages, leur psychologie, où il y a beaucoup de rebondissements, de plot twists, tout ça, allez-y, c'est vraiment une très bonne série. Moi j'adore, voilà, j'en suis au tome 5, je ne suis absolument pas lassée, j'ai hâte d'avoir la suite. Et l'autrice va continuer la série tant que la série fonctionne, le temps qu'elle a aussi des idées. Donc ça c'est bien aussi, parce que je pense que quand il y aura un sentiment peut-être de lassitude, elle arrêtera aussi la série. Mais là pour l'instant, je veux dire, le sentiment de lassitude, il n'y est pas du tout. C'est vraiment très très prenant. En décembre aussi, j'ai lu en lecture commune avec Émilie, qui est sur Bookstagram, Les Arcanes du Mal de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche. Ce livre a une histoire. Il n'est pas arrivé dans mes mains comme ça, facilement. Vous voyez, il a un superbe jaspage. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce qui est noté. Alicia, ce qu'il refuse de te donner, tu le prendras de force grâce à moi. Il est magnifique. Il est vraiment, vraiment bien fait. Puis vous avez à chaque fois des cartes de tarot qui apparaissent. Ils vendent un tarot d'ailleurs aussi qui va avec. Je me retiens pour ne pas l'acheter. Je ne sais pas s'il est déjà en vente ou pas. En fait, ce livre ne sortira qu'en septembre de cette année. Vous savez, des fois, Plume Blanche, ils font des avant-premières. Il était en avant-première à Mons, en Belgique. Et avec Émilie, on avait très envie de le lire. Elle connaissait un écrivain qui avait un stand là-bas. Donc, elle lui a demandé s'il pouvait nous prendre à chacune Bon, on l'a payé, hein, je vous rassure. Mais à chacune un exemplaire des Arcanes du Mal, édition reliée collector. D'ailleurs, j'ai le numéro, enfin j'ai un petit autocollant, mais il s'enlève un petit peu. En regardant les stories, Plume Blanche notait, voilà, les Hunger Games sont ouverts. À Mons, c'était l'horreur. J'ai discuté avec une autre bookstagrammeuse. C'était l'horreur. Apparemment, c'est pas super bien organisé. Enfin, c'est Plume Blanche, mais en fait, la bookstagrammeuse avec qui j'ai discuté, elle m'a dit, j'ai pris les livres chez Plume Blanche, mais je les ai pas fait dédicacer. Et je me suis dit, mais l'auteur, il va jamais pouvoir y aller, il peut pas laisser son stand sans personne, c'est pas possible. Mais en fait, il dit, bah si, il a réussi. Mais en fait, son éditrice était là, donc avant l'ouverture au public, elle est allée chercher 2 exemplaires du roman. Donc c'est vraiment super gentil à eux. Ça nous a permis, voilà, de faire cette LC durant le mois de décembre, de découvrir cet ouvrage qui est, voilà, on pourrait être classé en young adulte, mais il est quand même très sombre. Alors, Sacha Morage, elle a écrit aussi la voix de la vengeance, ou la soif de vengeance, où c'est pareil, le personnage est assez moraligré. Là, c'est pareil, on retrouve un personnage quand même qui peut faire des choix discutables, mais qu'en même temps, on comprend. Et ça a été une très bonne lecture. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre. Je m'attendais à quelque chose de young adulte et peut-être pas particulièrement fouillé, mais c'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé suivre le personnage principal, Alicia. Alors, nous sommes dans un monde qui ressemble fortement au nôtre, si ce n'est qu'il y a quelques différences. Je crois qu'il y a plusieurs soleils et plusieurs lunes, je ne sais plus trop. Enfin bref, il y a plusieurs astres comme ça, ou étoiles un peu qui sont différentes de ce que nous on connaît. Et Alicia vit avec sa mère, et sa mère lui dit, tu ne dois pas sortir parce que le voile entre notre monde et celui des fées est très fin. Les fées viennent dans notre monde et elles sont très 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 dangereuses. Alors, la mère d'Alicia a elle-même des pouvoirs. En fait, elle est descendante de gens qui ont eu des humains qui ont eu des unions avec des fées, et ils ont des pouvoirs. Malheureusement, Alicia en est dépourvue, ce qui est une catastrophe pour elle, parce qu'elle ne pourra pas intégrer l'école des futurs magiciens, puisqu'elle n'a aucun pouvoir. Elle ne peut pas vivre non plus la vie d'une humaine normale, puisque sa mère lui dit que c'est très 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 dangereux d'aller à l'extérieur, puisque les fées vont la guetter, puisqu'elle est quand même descendante de fées, donc c'est hyper dangereux. Et on sent toute la solitude d'Alicia, et surtout la mère d'Alicia, le côté maternel, je le cherche encore. Cette mère, c'est une horreur. Je me suis posé beaucoup de questions sur elle.
En fait, déjà, elle prend le sang d'Alicia. Elle en a soi-disant besoin pour son travail qu'elle effectue au ministère avec d'autres collègues. Donc déjà, ça paraît un petit peu chelou. Donc des fois, elle l'oblige à ingérer certaines choses pour faire des expériences sur son sang. Jusqu'au jour, elle veut lui faire ingérer de la belladone, enfin des baies de belladone. Donc vous savez, les baies de belladone, à petite dose, ça fait pas... Je vous conseille pas d'essayer quand même une seule baie, hein, parce que ça peut avoir aussi des répercussions, même d'en toucher. Je connais des gens qui ont touché des baies de belladone, qui se sont retrouvés avec les pupilles dilatées en ayant touché leurs yeux après. Hein. Donc méfiez-vous, et à plus grosse dose, c'est un poison, ça vous fait mourir. Voilà, donc sa mère veut pas la tuer, mais elle veut lui faire prendre des baies de belladone, une, deux, pour voir ce que ça donne sur son sang. Alors là déjà... Qu'est-ce que c'est que cette mère? Et Alicia se rend compte qu'en prenant des baies de belladone, elle a des visions. Et en même temps, Alicia a aussi ouvert un compte sur les réseaux sociaux et elle n'est pas vraiment devenue amie, mais elle est un peu en contact avec la fille d'un des collègues de sa mère. Et cette fille lui parle de son inscription à l'école des magiciens et Alicia, elle aimerait beaucoup intégrer cette école. Elle va finir par y arriver, c'est très compliqué. Elle est obligée de mentir parce qu'elle passe devant un jury. Sa mère le découvre, elle est folle de rage, donc elle lui fait du chantage en lui disant bah ok, mais il faudra, je ne dis rien, mais il faudra que tu continues à me donner ton sang. Et notre pauvre Alicia va se retrouver dans cette école. Alors il y a un petit côté Dark Academia aussi. Voilà, avec le côté gothique de l'école. Ses camarades sont pas très sympas avec elle. La fille qu'elle connaissait est complètement antipathique. Elle est qu'avec sa bande d'amis. Puis bon, Alicia, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, donc c'est pas intéressant. En fait, elle cache à tout le monde qu'elle en a même pas. Elle arrive juste à en avoir un petit peu en prenant des baies de belladone. Voilà, on va suivre son parcours et on sent qu'il y a quelque chose dans l'ombre. Voilà, Alicia, ce qui refuse de te donner, tu le prendras de force grâce à moi. Il y a quelque chose dans l'ombre qui attend et qui guette Alicia, qui veut dire, elle a des, voilà, elle rêve de devenir mage, elle a plein de rêves, elle peut pas y arriver, donc voilà, elle est hantée par cette voix. Alors je vais pas vous dire d'où provient cette voix, ce que c'est exactement, et voilà, donc Alicia fait des choix parfois très discutables, mais en même temps, on se rend compte qu'elle a qu'une envie, bah, c'est s'intégrer. C'est-à-dire que la seule personne qu'elle connaît, c'est sa mère, et c'est une mère épouvantable qui se sert d'elle, en fait. Donc voilà, on comprend son besoin de se faire des amis, sauf qu'elle est un peu rejetée parce qu'elle n'a pas assez de pouvoir, même là, au sein de cette école, elle est rejetée aussi, et on comprend son désir de vouloir y arriver. Et voilà, et ça va l'emmener très loin. Alors c'est un one-shot, parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un one-shot, ça prend une dimension quand même très importante. Mais non, franchement, ça finit de façon très crédible. Voilà, il n'y a pas trop de précipitation à la fin. Alors ça monte en puissance aussi, hein, mais il n'y a pas trop de précipitation. Ça se lit, voilà, la fin est crédible. J'avais peur qu'on ait une fin un peu trop précipitée parce que c'est un one-shot, parce que ça prend une dimension, enfin tout ce que fait Alicia va avoir énormément de conséquences. Et non, c'est vraiment très bien fichu. À la limite, même l'autrice pourrait écrire un autre roman qui se passe dans le même univers. Pourquoi pas? Ce serait super. Moi, je dirais 1000 fois oui. En tout cas, c'est voilà. Il sortira en septembre, je vous le dis. Tu vois, c'est un très bon roman avec des personnages moraligrés, avec une héroïne voilà, qui est très jeune. Elle a juste 17 ans, je crois. Voilà, qu'on aime parce qu'elle est très seule. Et c'est triste de la voir aussi seule alors qu'elle n'a rien fait pour ça. Et en même temps, bah, voilà, elle fait des choses vraiment... pas vraiment top, quoi. Donc, il y a cette dualité dans le personnage, cette ambiguïté qui est vraiment intéressante, parce que si on se mettait à sa place, est-ce qu'on ferait mieux, en fait? C'est la question qui se pose. Et vraiment, c'est très bien mené, c'est bien écrit, c'est prenant. Enfin, du coup, je me suis pris l'autre roman aussi de l'autrice, hein, parce que je me suis dit, ah, ça a l'air quand même pas mal. Donc, je suis curieuse de découvrir ces autres romans. Alors, ils ont quand même mis une petite étiquette aussi qui m'a fait sourire. Vous n'allez pas pouvoir lire ce qu'il y a dessus, ça commence à s'effacer. C'est marqué que voilà, j'ai mon exemplaire, alors j'arrive pas à lire combien, vient de chez Plume Blanche. Maintenant, je mange des pâtes. Parce que ils sont à 30 €. Hein, voilà, mais bon, c'est le premier Plume Blanche que j'achète à ce prix-là. Vraiment, il en valait la peine. Après, il sortira en brochet aussi, hein, donc ça vaut le coup. Et souvent, les Plumes Blanches sortent après en poche aussi, mais en tout cas, une très bonne lecture et que je vous conseille fortement.
Pour rester dans un univers à la fois thriller et fantastique, j'ai lu Horus, la projection du tueur de Jean-Luc Conessa, que je remercie pour l'envoi. Un très, très bel hardback, d'ailleurs j'aime beaucoup l'objet livre, il est vraiment, vraiment très beau. Voilà, puis vous avez des illustrations aussi à l'intérieur, je trouve ça super bien fait, j'adore. J'adore, il n'est pas très cher, hein, il est à 19 € en plus avec les illustrations. Et le hardback, et là en fait on va suivre un flic, Drax, et une profileuse du FBI, Megan, si je ne dis pas de bêtises, ouais, Megan, à la poursuite d'un tueur. Alors il a une façon très particulière, on ne sait pas exactement comment il tue ses victimes, mais voilà, il a des rites assez sanglants. Voilà, donc les scènes de crime sont assez sanguinolentes quand même. Et on va suivre, alors Megan, elle est profileuse, mais on va aller vers du fantastique, hein, je vous le dis, pour ceux qui n'aiment pas trop le mélange thriller-fantastique. Bon, voilà. Mais pour ceux qui aiment, moi j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que c'est toujours un exercice casse-gueule de faire du thriller fantastique, parce qu'on peut vite sombrer dans le grotesque. Et là, c'est pas du tout le cas. Et Megan est profileuse, mais elle a presque des pouvoirs, voilà, c'est presque au-delà du simple profilage en fait. Drax, lui, a vécu un drame. On va suivre aussi sa femme qui est infirmière, donc il y aura un rôle à jouer aussi dans l'histoire. Et puis on va suivre ce tueur qui s'inspire quand même de la mythologie égyptienne pour ses meurtres. Et voilà. Et l'enquête était vraiment très prenante. Ça se passe à New York. C'est ça, c'est New York, je ne dis pas de bêtises. Et donc déjà, on est voilà, dans les rues de New York où ça grouille de population, où c'est assez sombre. Voilà, on n'est pas dans les coins les plus éclairés de New York, même si maintenant c'est une ville quand même qui est beaucoup plus sûre qu'avant. Et puis on va suivre les enquêteurs qui vont aller jusqu'à Rome, puisqu'ils vont retrouver les mêmes types de meurtres à des années différentes, et à chaque fois il y a le même nombre d'assassinats. Donc c'est ce que tout ça a un rapport. Donc les meurtres ont été commis dans différents pays. Donc ils vont notamment en Italie pour enquêter, et notamment au Vatican. Et j'ai adoré la scène avec ce prêtre du Vatican qui va leur expliquer en fait la mythologie égyptienne, mais vraiment le côté occulte, c'est-à-dire les rites que des humains faisaient pour honorer évidemment le dieu Horus, pour honorer la mort, en disant que les hommes ont toujours fait ça, ont toujours mis en place des rites pour soit conjurer, soit pour honorer la mort, soit pour ne pas avoir sur eux le mauvais œil, soit pour des raisons différentes à travers les siècles, à travers quelle que soit la religion, il y a toujours ces rites qui ont existé. J'ai beaucoup aimé cette plongée dans la mythologie égyptienne que je connaissais quand même, mais qui là est vue d'un autre point de vue, qui était vraiment un point de vue très intéressant. Et on va vite arriver aux notions de bien et de mal. Voilà. Et à l'équilibre des forces, en fait, c'est-à-dire que le bien n'existerait pas sans le mal et vice-versa. Voilà, il y a toute cette réflexion derrière qui était vraiment passionnante, et évidemment, on va aller vers quelque chose de fantastique. C'était bien mené, j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout Drax, voilà, qui a vécu un drame, les rapports avec sa femme, la façon dont le tueur va finir par être retrouvé quand même par la police. C'est bien fait, c'est assez court, c'est dense, mais ça se lit bien. Il n'y a pas de temps mort et on est vraiment pris dans l'enquête. Voilà. Et ce côté, voilà, cette scène, je crois que cette scène où le prêtre explique, voilà, en plus c'est un prêtre catholique qui va expliquer la mythologie, enfin l'occultisme inspiré de la mythologie égyptienne, c'est vraiment passionnant. C'est là que on comprend, peut-être pas sur le coup, mais en refermant le livre, c'est que le livre va prendre toute sa dimension fantastique et qu'on va comprendre pourquoi le tueur aussi agit comme ça. C'est quelque part le point de départ. Et au-delà des meurtres qui peuvent être assez sanglants, c'est vraiment le point de départ, c'est ça, c'est cette discussion. Enfin pour moi, c'est cette discussion avec ce prêtre qui va rentrer vraiment dans l'occultisme, dans ce que les religions peuvent avoir de plus mystérieux et aussi de plus sombre, de plus noir. Et voilà, c'était vraiment bien fait. Voilà, un thriller fantastique qui est réussi. C'est pas un exercice facile, mais là, pour moi, ça a été vraiment une réussite. Ensuite, je suis allée vers VHS 1984 de Nicolas Lemay, qui est un auteur québécois qui m'a aussi envoyé son roman.
Je me rends compte que j'ai encore pas mal d'auto-édité cette fois-ci. Et voilà, là c'est La Madeleine de Proust, ce roman. Bah, voilà, on est en 1984. On va suivre des voilà, 4 jeunes amis. Je crois qu'ils ont 12 ans. Oui, c'est ça, 12 ans. Ils sont passionnés de cinéma, donc ils vont encore dans des, voilà, des magasins de vidéos pour emprunter des cassettes sur magnétoscope. Voilà, donc ça, voilà. Et tous les films qui sont cités, à moi qui étais surtout cinéphile avant, voilà, j'ai adoré. Mais vous allez les connaître aussi, c'est des classiques du cinéma et du cinéma d'action, du cinéma qui plaît au plus grand nombre. Voilà. Je ne veux pas trop vous les citer parce que voilà, c'est la surprise aussi de les découvrir, ces films. Et on se rend compte qu'en fait que c'est 4... Alors il y a 3 garçons et une fille. Alors ils sont toujours en vélo, ils se réunissent. Voilà, voilà, ils forment une belle bande de potes. Et voilà, le vélo, ça leur permet d'être autonomes et de pouvoir se voir en bande de copains. Alors, je ne sais pas, ça peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Moi, malheureusement, je n'ai pas connu ça puisque autour de chez moi, il n'y avait que des retraités. Donc, je n'avais pas d'enfants de mon âge avec qui jouer. Voilà, c'était un peu triste, je vous avoue que je m'ennuyais un petit peu quand même. Mon grand bonheur, c'était d'aller dans la famille pour retrouver des cousins, cousines de mon âge, parce que je m'ennuyais, quoi. C'était long, c'était long. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect, voilà, ces bandes de potes. On retrouve un petit peu aussi cette thématique dans ça, le tome 1 de Stephen King. Voilà, cette bande, alors, il n'y a pas le côté horrifique dans VHS 1984, mais voilà, cette bande de potes là, qui a mis à la vie, à la mort, ils sont super proches et voilà, il y a un peu cette atmosphère-là que j'ai beaucoup aimé. Et puis ces passionnés de cinéma qui m'ont rappelé plein de souvenirs de cinéma, de films que j'ai adorés, que j'ai vus, revus et revus, et dont on ne se lasse pas. Voilà, donc c'est vraiment, ça a fait du bien, même pour ceux qui sont pas... voilà, moi j'avais pas 12 ans en 1984, mais même pour ceux qui sont voilà, plus vieux ou plus jeunes, ça va forcément vous rappeler des choses. Et en fait, le héros principal, Sébastien, il s'amuse déjà à monter des vidéos tous ensemble. Voilà, ils imitent le groupe Kiss, par exemple, et ils font des séances ciné. Alors, à savoir que, en fait, quand ils poussent la porte de chez eux, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes chez chacun de ces enfants. Enfin, ses enfants, ils ont ses pré-ados. Sébastien, son père les a quittés. Il est parti vivre à Montréal, je crois. Là, ils sont dans une petite ville du Québec. Phil, alors je ne confonds pas, Stéphanie, ses parents voudraient qu'elle fasse telle et telle école. Elle voudrait plutôt partir vers quelque chose d'artistique, mais ses parents sont trop terre à terre et ne veulent pas. Et après, je ne sais plus lequel. Il y en a un qui est victime quand même de violence. Alors, je ne sais plus si c'est Phil ou Patrick. Non, c'est Phil, je crois, Philippe. Et Patrick, alors Patrick, lui, il a sa bande de potes, mais c'est pas facile pour lui de s'intégrer, puisque sa mère est québécoise, mais son père est d'origine asiatique. Il y a une grande différence d'âge entre son père et sa mère, et son père, malheureusement, a des problèmes de santé, donc il ne peut pas... Voilà, il ne peut pas être comme un papa qui joue avec son fils, qui va faire des sorties avec lui parce qu'il est gêné par ses problèmes de santé. Donc, problème d'intégration parce qu'il est à moitié asiatique et surtout parce qu'il est anglophone. Vous savez que le Québec, c'est voilà, la langue, et c'est resté langue française. Et il y a voilà, des fois ces tensions entre les Québécois et les Canadiens anglophones. Lui, voilà, il a un petit peu de mal à s'intégrer puisque sa famille est anglophone, même s'il parle français, mais enfin québécois. Donc voilà, il a eu des petits problèmes d'intégration. Heureusement, il a sa bande d'amis. Voilà, on se rend compte qu'ils ont tous voilà, des choses qui ne vont pas dans leur vie, qui pèsent sur leur cœur, sur leur vie, sur leur tête. Et voilà, ça va avoir son importance puisque Sébastien, il va se rendre, voilà, son magnétoscope est tombé, il a fait ce qu'on a tous fait. Pour ceux qui ont connu le magnétoscope, c'est-à-dire recopier une vidéo, une cassette sur une autre cassette vierge. Voilà, c'était tout un débranchement à faire avec le magnétoscope, c'était un véritable plaisir, mais voilà, il fallait rembobiner les cassettes et tout. Enfin, c'est vrai que ça a tellement changé maintenant. Maintenant, il suffit d'aller sur une plateforme de streaming et c'est bon. Et c'est vrai que c'est super sympa de se replonger dans ces souvenirs-là. Et voilà, effectivement, les magasins de location de cassettes aussi, c'était super, quoi. On se dépêchait d'en regarder, on en louait 3, on avait la 4e gratuite. C'était savoir qu'est-ce qu'on prend. Oui, mais toi, t'as envie de regarder ça, moi j'ai envie de regarder ça. Ouais, c'était super.
Et donc là, Sébastien a un de ses magnétoscopes qui le lâche alors qu'il veut faire une copie. Donc il se rend à nouveau dans son magasin de location de cassettes vidéo préféré. Et là, il tombe sur un monsieur qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Il lui prête un magnétoscope de marque Excalibur. Déjà le nom, ça fait rêver. Que Sébastien connaît pas, me dit bah ouais ok, il me prête un magnétoscope, c'est cool. Et Sébastien va se retrouver projeté dans un de ses films préférés. Et en fait, chacun à leur tour, ces préados vont se retrouver projetés, des fois pas dans leur film préféré, hein, parce qu'on est dans les années voilà, 80. Voilà, il y a toutes sortes de films. Hein. Si jamais vous avez le temps, j'aimerais bien que vous me disiez à quel film vous pensez voilà, pour ce livre. Quels films, à votre avis, apparaissent dans ce livre? J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, si vous avez le temps. Ça me ferait plaisir de voir, parce que pour moi, ça a été une véritable Madeleine de Proust, même si c'est des films que j'ai vus moi après, parce que voilà, j'étais plus jeune, j'avais pas 12 ans, 84, j'étais plus jeune. Mais voilà, c'est des films que vraiment, c'est des classiques du cinéma. Alors, des classiques du cinéma grand public. Hein. Enfin, grand public. Il y en a interdit peut-être à une certaine tranche d'âge quand même. Mais voilà, je pense que vous avez trouvé. Il y en a même qui datent d'avant 1984. Mais voilà, c'était super de se replonger dans ces films, parce que qui n'a jamais rêvé de se retrouver projeté dans... Alors attention, hein, pas dans tous les films, mais dans certains de ces films. Qui n'a jamais rêvé de ça? Et là, voilà, l'auteur, il nous fait rêver avec ça. C'était vraiment, vraiment super, quoi. Et je trouve qu'il s'est bien mis dans la peau aussi de ces jeunes. Alors, il y a un petit peu d'anglicisme, il y a des termes québécois, mais franchement, il avait peur que ça gêne ma lecture, ça m'a pas gêné. On comprend. Je pense que c'est des expressions qu'on connaît, qu'on a entendues en France, même si c'est des expressions typiquement québécoises. Il y a juste un moment où Patrick discute avec son père, qui est donc anglophone. Voilà, il y a un petit dialogue, mais on comprend quand même. Moi qui suis nulle en anglais, j'ai compris l'essentiel. Et tous les autres anglicismes, franchement, ils sont facilement compréhensibles. Je vous dis, moi, j'ai pas un niveau très haut en anglais, donc ça se comprend facilement. Ça ne gêne absolument pas la lecture, ça ne la ralentit pas. L'auteur craignait un peu ça, mais franchement, moi, ça n'a pas posé de problème. Et voilà, il y a ce rêve, quoi, d'aller dans des films, quoi. On en a tous rêvé, je pense. Et c'est des films, moi, que j'ai adoré en plus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire à quel film vous pensez, ou des films que vous avez vus ou vus plus tard, ou voilà, des grands classiques du cinéma grand public. Voilà. N'hésitez pas à me dire auquel vous pensez. Je vais finir, je pense, mon point lecture avec celui-ci qui est Orgueil, préjugés et sorcellerie, les confessions scandaleuses de Lydia Bennett, sorcière, de Melinda Taube aux éditions Eldercraft, avec qui je suis en partenariat cette année, enfin toute fin 2024 et début d'année. Alors ils sont spécialisés notamment dans les jeux de rôle, mais ils font aussi des romans maintenant. Et là, bah, évidemment, nous avons une réécriture de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors, pour les puristes de Jane Austen, vous allez peut-être être un peu choqués. Moi, ça ne me gêne pas. J'adore Jane Austen, mais j'adore justement retrouver son univers, parce qu'elle n'a pas écrit beaucoup de romans, en fait. Hein, elle est morte quand même, je pense qu'elle avait une quarantaine d'années quand elle est décédée. Voilà, elle n'a pas écrit tant de romans que ça, et il y en a que j'ai lu et relu, et bon, donc je suis contente d'avoir une prolongation de son univers à travers des œuvres inspirées soit de sa vie, soit de ses romans. Et c'est vrai que Lydia Bennett, bon, si vous ne connaissez pas Orgueil et préjugés, l'histoire est re-racontée dans ce livre, et on a l'après. Lydia Bennett, je pense que pour ceux qui ont vu soit les films, les séries ou lu le roman, c'est loin d'être la plus sympathique des sœurs, parce que ce qu'elle fait manque quand même de mettre toute la famille Bennett dans une sacrée panade. Voilà, elle est horrible, elle est égoïste, elle est frivole, stupide, bon, bref, c'est vraiment pas un personnage sympathique. Et ici, on a son point de vue. Alors déjà, on a son point de vue sur ses sœurs. C'est assez rigolo de voir son point de vue sur notamment Elisabeth et Jane. Et on se rend compte que c'est pas les cervelets qu'on connaît dans le roman d'origine, mais en fait, effectivement, c'est une sorcière. Et elle le comprend assez tôt, puisqu'elles sont 5 sœurs, sauf qu'à la base, elles sont 4. Et c'est elle, en fait, qui, quelque part, crée une 5e sœur. Elle a un familier qui est un chat, qui peut se transformer du coup en jeune fille, enfin en petite fille puis en jeune fille, qui est sa sœur Kitty, en fait, qui est la cadette de la fratrie, Lydia étant la plus jeune. Donc les deux sœurs sont... Alors dans le roman, elles sont très proches. Hein. Il n'y a pas d'histoire de... Dans le roman d'origine, il n'y a pas d'histoire de sorcellerie. Hein. Mais là, voilà, dans le roman d'origine, elles sont très proches. Et dans son roman-ci, je dirais même encore plus proches, puisque c'est...
Kitty est le familier de Lydia, donc son animal qui doit l'aider, qui l'accompagne partout. Donc on voit un petit peu ses histoires de sorcières, on va apprendre plus sur son histoire avec Wickham. Je n'en dis pas trop pour ceux qui ne connaissent pas le roman, Orgueil et préjugés, ou qui n'ont pas vu le film. Je pense qu'on est quand même beaucoup à l'avoir vu, mais hein, bon, voilà, on n'est pas tous obligés de l'avoir lu ou de l'avoir vu. Je vous conseille d'ailleurs, ils sont vraiment, c'est vraiment... Enfin, moi j'adore Jane Austen. Si l'écriture vous paraît un petit peu barbante, testez les téléfilms avec Colin Firth est génial. Je pense que c'est le plus proche parce qu'il colle vraiment au roman. Après, il y a eu plusieurs films. Il y en a eu un notamment avec Keira Knightley. Voilà. Bon, il y a des scènes qui vont sauter par rapport au roman d'origine, mais c'est un film, donc c'est plus court. Mais voilà, ce sont de belles histoires qui finissent bien, donc allez-y. C'est vraiment très sympa à voir. Voilà, donc on va découvrir Lydia sous un autre angle, avec voilà, ces histoires de sorcières. On va retrouver des personnages. Alors, en fait, elle raconte son histoire. Elle raconte son histoire. On a l'impression que c'est à nous, lecteurs, qu'elle raconte son histoire. En fait, on va se rendre compte que c'est pas à nous qu'elle le raconte. Mais elle écrit ses mémoires. Donc, on a l'après Orgueil et préjugés, tout ce qui lui arrive après, tout ce qu'elle fait. Et en fait, c'est un personnage qui en ressort très sympathique, quoi, la lecture de ce roman. Voilà, c'est pas les cervelets. Oui, elle aime bien les jolies robes. Oui, elle aime bien les colifichets. Oui, elle aime bien les rubans. Mais voilà, elle a beaucoup plus de profondeur que ça. Et surtout, elle doit cacher le fait qu'elle est une sorcière. Et puis elle va se retrouver embringuée dans des histoires voilà, pas toujours très claires. Voilà, j'ai bien aimé aussi le côté sororité avec voilà, toutes ces femmes qui se retrouvent ensemble. Et notamment, voilà, ça se passe au début du 19e siècle, donc on sent voilà, tout le poids qui pèse sur les épaules des femmes de cette époque. Hein. C'est-à-dire que soit vous vous mariez, soit vous restiez vieille fille. Alors des fois, souvent c'était des mariages quand même de raison, ou obligé parce qu'il fallait se marier pour avoir une certaine liberté, soit vous ne vous mariez pas et vous étiez à la charge de vos parents, vous deviez une vieille fille, et donc c'était vraiment pas un état non plus à cette époque-là du tout privilégié. Alors, surtout, la famille Bennett ne roule pas sur l'or non plus, donc c'était compliqué. À savoir aussi que voilà, leur père possède des terres, une maison, des terres, mais il a eu que des filles, et les filles n'avaient pas le droit d'hériter à cette époque-là en Angleterre. Elles n'avaient pas le droit d'hériter. C'était que les garçons qui pouvaient hériter. Donc là, c'est un lointain cousin qui va hériter, et elles vont se retrouver sans rien. Donc c'est toute la trame aussi de Orgueil et préjugés, parce que leur mère va à tout prix leur faire des bons mariages pour qu'elles ne se retrouvent pas dans le besoin quand leur père partira, malheureusement. Et voilà, donc il y a tout ce poids voilà, sur les jeunes filles qui doivent bien se comporter, qui doivent trouver un mari, qui doivent être jolies. Alors, par exemple, on en suit une, elle est pas jolie, donc elle n'arrive pas à trouver de mari. Bon, c'est quand même affreux, quoi. Ça s'arrête à la beauté. Il faut avoir une bonne dot, ou alors vous épousez un homme beaucoup plus vieux que vous. Enfin, voilà, il y a tout, voilà, tout ce qui pèse sur les épaules des jeunes filles. Et souvent, Lydia, ça s'adresse à nous en disant « Oui, vous me trouvez horrible, je suis scandaleuse, ce que je fais est scandaleux. » Alors nous, lecteurs du 21e siècle, non, ça ne nous paraît pas scandaleux ce qu'elle fait. Mais à cette époque-là, oui, ça paraissait scandaleux, effectivement. Mais voilà, j'ai bien aimé aussi cet aspect du livre. C'est un livre assez léger quand même, hein, mais il y a cet aspect sororité, il y a cet aspect, voilà, les jeunes filles n'ont pas le droit de sortir, encore une fois, du droit chemin, enfin, non pas du droit chemin, mais n'ont pas le droit de vivre leur vie, tout simplement, ou même les femmes. Voilà, vous êtes obligé de vous marier, d'obéir à votre mari, et point barre, on s'arrête là, on va pas plus loin. Si vous n'êtes pas marié, oh la pauvre, c'est une vieille fille, qu'est-ce qu'elle va devenir, quoi, au bas de l'échelle de la société. Donc voilà, les règles sont très strictes et très dures, et surtout, évidemment, encore une fois, pour les femmes. Donc c'était intéressant d'avoir le point de vue de Lydia là-dessus, puisque elle, bon, en tant que sorcière, déjà, elle dévie un petit peu du carcan qu'on veut lui imposer, et puis elle a un esprit quand même assez libre. Elle aide les autres aussi. Elle a un petit côté frivole, mais elle a un côté aussi très bienveillant, et très à l'écoute des autres, et à vouloir les aider quand même. On va notamment retrouver la sœur de Darcy, hein, qui est un des personnages principaux aussi du roman. On va avoir Darcy aussi, hein, pour ceux qui voudraient revoir Darcy. On ne le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même. Voilà, donc c'était vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment pris plaisir à cette réécriture de Orgueil et préjugés, une sorte de suite aussi aux aventures de Lydia Bennet, qui est un personnage
En fait, on a très peu vu, même dans d'autres réécritures, puisque voilà, elle a vraiment eu le mauvais rôle dans le roman originel. Mais voilà, si vous voulez prolonger le plaisir des aventures des sœurs Bennett, si vous voulez découvrir Lydia sous un autre angle, et voilà, et avec un peu de sorcellerie, un peu de féminisme, une critique de la société de l'époque, je vous le conseille très fortement. Je pense que je vais arrêter là mon point lecture qui va déjà pas mal durer. Bon, il n'y en a qu'un seul dont je ne vous aurais pas encore parlé, c'est Décapité de Junji Ito. Je vous en parlerai une autre fois. J'espère que ce point lecture vous plaira. Voilà, en tout cas, merci pour l'accueil que vous faites à chaque fois à mes points lecture. Je suis contente de voir que ça fonctionne parce que bon, c'est vrai qu'une chaîne Booktube, ça ne doit pas être que voilà, du déballage de livres. C'est super que voilà, il faut qu'il y ait des points lecture, il faut qu'il y ait des reviews, voilà, faut qu'il y ait des retours. Et franchement, ça fait plaisir de voir que ces vidéos-là fonctionnent bien. Ça me fait vraiment très plaisir. Vos retours aussi, enfin voilà, merci à vous d'être présent et d'être présent pour ces rendez-vous lecture, parce que c'est vrai que ce qui demande plus le temps en termes de montage et préparation, ce sont les vidéos sorties, mais c'est vrai que les points lecture demandent beaucoup de concentration. Faut remémorer voilà, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a ressenti à la lecture du livre, et c'est vrai que moi je sors un peu de là, je suis un petit peu, un petit peu rincée, et bah, du coup, ça fait plaisir de voir que voilà, les vidéos sont suivies et appréciées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces romans vous tentent, si vous voulez plus de précisions sur certains d'entre eux. N'hésitez pas à me donner vos idées de films aussi en commentaire. Et puis sinon, laissez un petit emoji livre si vous voulez juste marquer votre passage. Voilà, des fois, on ne sait pas vraiment quoi dire. Arrivé à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de livre pour marquer votre passage ici. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.